Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Tribune de presse. Après les fêtes, nous sommes de retour. Vous avez quand même eu une journée, une semaine, je veux dire, qui a commencé sans tribune de presse. Mais là, nous sommes là pour continuer ce débat, cet entretien, cette analyse, ces échanges avec vous. L'actualité, un policier nommé Mabosso a décidé de mettre à la fin à la vie des deux AC, on l'appelle l'adjudant-chef, et qu'il les a abattus froidement. Mais selon le rapport de la police, ce monsieur viendrait de Matadi ou pour se faire soigner à Kinshasa. Il est donc atteint de la démence. C'est un cas fréquent hein, dans la police et même dans l'armée. Déjà, généralement, les détraqués font généralement ce genre de problème. Ils s'en est pris à des policiers. Et donc la route de Louis Léry jusqu'à un certain moment était pratiquement impraticable parce que ce monsieur était en divagation. Espérons qu'on a déjà mis la main sur lui. Je reçois des intelligences avec qui nous allons débattre et j'estime que le débat va être un débat de la hauteur. Nous allons parler de l'alternance politique. On parlera aussi de ce 200 millions, attendez bien, 200 millions de dollars. Et je voudrais bien que vous puissiez entendre ce montant-là, 200 millions de dollars volatilisés. Et puis, nous allons parler de Va en guerre de Mosito, recadré par certains cadres de la Mouka, et bien d'autres aussi, hein, qui ont estimé que c'était un débat, disons, une mauvaise posture. Mais est-ce que a-t-il tort de postuler de cette façon-là? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans Tribune Presse. Christian Emango, comment allez-vous, Christian Emango? Très bien, cher Christian Bossembe. L'année s'achève finalement. Oui, l'année s'achève de manière suffisamment bonne pour certaines, alors que d'autres sont encore en pleurs. Mais pour le pays? Pour le pays, dans l'ensemble, le dollar, la parité dollar-franc congolais est en hausse, 1700 francs congolais pour 1 dollar. La situation sociale est en train de balbutier. L'Est du pays, nous enregistrons encore des personnes qui disparaissent. Je pense que la situation du pays, la main sur le cœur, et encore 200 millions de dollars, comme vous venez de l'annoncer tout à l'heure ici. Apparemment, il y a des autorités congolaises qui se fichent complètement de la situation de la population. Mais on va essayer de rester optimiste. On va essayer de continuer à croire que les choses changeront au Congo si on veut être sérieux. Alors, vous êtes président de l'Association des hommes libres, l'Assemblée des hommes libres, et je crois que la structure se porte bien. La structure se porte toujours bien en observance. D'ailleurs, puisque nous allons parler de l'affaire des 200 millions de dollars ici, le sujet tombe à pic. Je crois qu'aujourd'hui, les internautes vont de plus en plus comprendre la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs mis en place cette association-là. Il faudrait en parler. Jeune Kandolo, vous êtes devenu un habitué, non parce que vous êtes coach, mais simplement parce que vous êtes très limpide dans vos explications. Et j'aime toujours discuter avec des hommes intelligents. Donc, vous êtes coach, vous êtes écrivain, vous êtes en même temps conférencier. Comment allez-vous, Eugène? Très bien, merci. Alors, l'année s'est mal terminée, Eugène. Des catastrophes en catastrophe. 100 000 personnes sous la Belle Étoile, en Nord-Ubangui. Beaucoup de morts suite aux pluies. Ainsi de suite, on va dire que le climat n'a pas été généreux avec nous. Bon, est-ce qu'il faudrait que l'on dise que le climat n'a pas été généreux avec nous? On peut relativiser ça. Est-ce que l'année se termine mal? Comparativement à l'année passée, je crois que nous étions sous beaucoup de tensions à cette même période. L'année passée que cette année, on était presque... Non, c'est bien après qu'on a été coupé d'Internet, mais c'était une période où il y avait beaucoup de tensions, beaucoup d'incertitudes. Mais bon, cette année, à cette période, je crois que c'est mieux par rapport à l'année prochaine. Est-ce pour ignorer tout ce qu'il y a eu comme affre, notamment concernant des catastrophes naturelles? La plus personne ne la maîtrise. Ça relève en fait des choses que l'homme ne peut pas dire aujourd'hui que je vais empêcher à la pluie de tomber ou à une sorte de cyclone de se produire et de produire des dégâts. Mais toujours est-il que la réaction qu'on apporte par rapport à cela est plus importante en fait que l'effet lui-même. J'ai vu que par rapport à Ubangui, le chef de l'État était aller au chevet de cette population. Je vois qu'il y a d'autres actions qui sont menées, notamment pour réhabiliter les tronçons de l'université qui avaient été coupés par les pluies. Je crois qu'il y a
cette réponse qui est davantage plus importante que la question elle-même. Parlons de l'alternance maintenant. Je commence avec vous, Christian Emango. Mais je pense que c'est fini cette histoire de coupure d'Internet. On ne le retrouvera plus jamais. Je crois que c'est la première fois qu'un président soit aussi insulté, aussi humilié, aussi détruit dans les réseaux sociaux et sans qu'il y ait coupure, quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut dire que c'est fini cette histoire? Ce serait peut-être la dernière fois qu'il y aurait encore coupure d'Internet en RDC, mais ce n'est pas la dernière fois qu'il y aura des prisonniers politiques comme Mike Mukebai. C'est pas un prisonnier, vous êtes juriste, un détenu. Je suis un juriste et j'assume ce que j'ai dit. Mike Mukebai est un détenu parce que la question que je vous poserai, cela fait 3 mois, c'est depuis le 1er septembre, si je m'abuse, qu'il a été arrêté. Mais qu'est-ce que ça attend son jugement? Priver un père de famille de sa famille. Si on constate que le dossier est vide, il faut mieux le libérer. Il a montré la bonne foi de venir se présenter devant la justice. D'autres se seraient retrouvés dans des ambassades ou dans d'autres pays. Mais lui est venu, ça fait 3 mois. Son dossier est devant la Cour constitutionnelle de Luamba, qui jusqu'aujourd'hui, comme il en a toujours l'habitude, l'a congelé. Il ne veut pas rendre la décision, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il a été sanctionné sans avoir été préalablement entendu en violation de l'article 61 de la Constitution. Oui, il n'y aura peut-être plus d'Internet qui va être coupé, mais il y aura encore des hommes dont on interdirait la liberté de circulation. Comme qui? Comme Adolphe Muzito, comme Martin Fayoulou, pour le simple fait qu'ils aient déclaré quelque chose que peut-être nous allons en parler ici dans cette émission ici. Mais est-ce pour autant c'est de cette manière-là qu'il faut réagir? Mais ils sont partis à la fin. Ils ont finalement parti parce que c'est leur droit. Ça n'a pas été un cadeau. Justement. Ils ont été téméraires. Eux, au moins, n'ont pas voulu faire comme Mukebai. Lorsqu'on leur a demandé de quitter l'avion, ils n'ont pas voulu partir directement parce que c'est leur droit. Ils ont revendiqué ça jusqu'au bout. Ils sont restés et ils sont finalement partis. On parle des formalités la de papier liberté qui devraient être faites. Non, ils ont brûlé des étapes. On les a rappelé les étapes qu'ils ont brûlées jusqu'à ce qu'ils ont repris ce qu'ils devaient faire et puis ils sont partis. Ouais, mais pourquoi toutes les fois ici, Fayoulou, Muzito voyage? Pourquoi toutes les fois ici, vous savez, quand vous avez l'habitude, attendez, quand vous avez l'habitude de sauter les formalités, vous n'allez pas être à votre première. Je voudrais dire que peut-être qu'ils en avaient l'habitude, mais pourquoi c'est seulement à cette occasion-là? C'est ça qui montre qu'il y a un discours. Ce sont des ça ce sont des faux. Ce sont des faux arguments. Il n'y a pas eu cette histoire-là des faux papiers. C'est juste que la liberté de circulation de Fayoulou Muzito a été une fois de plus chiffonnée. Et nous sommes dans la continuité, comme vous le constatez. Très bien. Alors, mais on va parler aussi de l'alternance Eugène Kandolo. Est-ce que ça sera la dernière fois de revoir ces histoires de coupure d'Internet, arrestation parce que quelqu'un a dit non, on oblige à quelqu'un de faire quelque chose parce qu'il n'a pas dit oui, tout ça? Enfin, c'est pas prophétique qu'on va le dire, ce n'est pas par divination. Ça serait par constat. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la dernière fois ou c'est l'avant-dernière fois. Mais toujours est-il que nous constatons qu'il n'y a pas de coupure d'Internet. Mais au-delà de constater, nous savons aussi que c'est là et le vœu en fait du chef de l'État actuel. Il s'est mis en fait en ligne de mire de ce qu'il appelle l'état des droits et il veut effectivement qu'il y ait instauration de la démocratie avec tous les corollaires qui suivent la démocratie, notamment les libertés publiques et les libertés d'expression, les libertés d'association, les libertés de manifester et tout le package. Donc, par conséquent, on peut dire qu'aussi longtemps que le président, dans sa vision de mettre cet état de droit avec la démocratie, sera là, donc ces choses vont être observées de cette manière. Mais quelques faiblesses, par exemple, Christian Emango a soulevé le cas de Mike Mukebai détenu depuis 3 mois, privé de sa famille, et aucune clémence en tout cas jusque-là, alors que d'autres personnes ont été détenues de la même manière que lui, mais ils ont été relâchés rapidement. Très bien. Alors, il a tout à fait raison, Christian, quand il évoque le cas de Mike qui serait arrêté. Mais est-ce que faudra-t-il lier alternance directement avec conséquence d'arrestation de Mike Mukebai? Parce que alternance, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui était là et qui a été remplacé par quelqu'un d'autre, qui a été en fait, comment je peux dire, succédé par quelqu'un d'autre qui n'était pas de son obédience. Oui. Ça, c'est ça l'alternance. Maintenant, les comportements par rapport au changement. Est-ce que depuis qu'il y a eu alternance, il n'y a pas eu des comportements allant dans le sens de changement? Parce que s'il faudrait citer un cas,
peut-être particulier et qui a aussi sa particularité dans la gestion. Et si on entre dans la profondeur, il faudrait en citer 10 qui vont dans le sens contraire. Il y a des prisonniers politiques qui sont sortis. Il y a eu Diomi Ndongala, il y a eu Franck Diongo qui ont été laissés par le régime passé. Il y a eu le retour des exilés politiques, notamment Katumbi, notamment Francis Kalombo, notamment même ceux qui n'étaient pas de prisonniers politiques, mais qui s'étaient réfugiés quand même en Europe pour s'appeler réfugiés politiques aujourd'hui, exilés politiques. Justement, quand il y a alternance, quand il y a cette volonté, les choses ne se font pas non plus par baguette magique. Il faudrait qu'il y ait un processus. Le chef de l'État le disait toujours. Ce n'est pas à lui d'aller s'immiscer dans la justice, mais seulement sa vision et sa politique, c'est que la justice soit justiciable pour tout le monde, sans qu'il y ait deux poids, deux mesures. Et nous sommes dans cette logique-là et les choses se font progressivement. Est-ce qu'alternance ne veut pas dire aussi pas de tuerie dans les manifestations, pas d'interdiction de manifester comme à l'époque, pas de peur, de psychose avant les grandes manifestations? Mosito et Fayulu ont bénéficié de cette liberté et tranquillement, ils sont allés à Béni, ils ont tenu des discours et il n'y avait pas eu de casse, pas de gaz lacrymogène. Pas un seul, ce n'est pas le premier discours, donc ils ont tenu plusieurs discours depuis. Christian Bossembe, vous m'excusez, mais je viens d'avoir une otalgie, des douleurs fortes au niveau de mes oreilles après ce que je viens d'entendre. Qu'on nous dise que l'alternance viendra petit à petit. Non, l'alternance est déjà là. Il a dit que c'était les conséquences du changement, ce n'est pas l'alternance. Vous savez, je suis président d'Assemblée des hommes libres. C'est-à-dire, nous militons pour l'effectivité des libertés publiques et économiques. Et le monde entier sait que les libertés, les droits fondamentaux sont répartis en deux blocs. Il y a les droits qui sont politiques, ok, et il y a les droits qui sont économiques. Or, pour ce qui est des droits civils et politiques, ce sont des droits dont on ne peut pas, il n'y a pas de promesses que l'État peut faire à une population. C'est un idéal. C'est un idéal, je n'en disconviens pas. Ouais. Mais il n'y a pas de promesse. Vous n'allez pas faire la promesse à une population que vous n'allez pas l'arrêter. Mais vous ne pouvez que carrément ne pas l'arrêter. Ça s'appelle un droit civil et politique. Bien sûr. Or, les droits économiques, il faut le garantir. Mais vous allez le garantir comment? Ce sont les droits qu'on appelle les droits d'abstention. C'est-à-dire l'État lui-même s'interdit de poser la main là où il ne faut pas. Alors que les autres droits sont les droits où on peut quand même promettre parce que vous dites que vous voulez donner la gratuité de l'enseignement, mais vous n'avez pas les moyens. Vous pouvez encore promettre, dès que j'aurai les moyens, je le ferai. C'est différent. Donc, le fait de dire tout simplement, quand on dit ici que alternance, ce sont les personnes qu'on a changées, alors là, moi, j'ai encore mal aux oreilles. Nous n'avons pas eu besoin. L'alternance, ça veut dire non, l'alternance que nous avons souhaité ici au Congo, ce n'est pas sur les personnes. Nous avons souhaité, sinon, Chadari aussi, parce que l'alternance, c'est faire passer les pouvoirs à une autre personne. Alors là, si Chadari aussi était arrivé, nous aurions pu dire qu'il y a alternance. Nous, l'alternance, ce n'est pas sur les personnes. L'alternance est sur le système. L'alternance, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand nous parlons, on dit qu'on a libéré des prisonniers. On a libéré des prisonniers qui n'étaient pas hostiles au pouvoir de Félix Tshisekedi. Lorsque c'est Moukébaï qui monte au créneau... Pensez-vous que Moukébaï était un danger pour Félix? J'ai comme l'impression que nous n'allons pas finir cette émission finalement. Lorsque Moukébaï monte au créneau pour déplorer le fait qu'on ait détourné 15 millions de dollars, dont le directeur de cabinet du président de la République est cité dans l'enquête. Mais on prend Moukébaï, illico presto, on l'emmène en prison. C'est ça. Là, c'est un opposant au pouvoir de Félix Tshisekedi. Il est prisonnier politique. Est-ce qu'il est le seul à le faire? Il est le seul à critiquer Félix, à les narguer, pensez-vous? Il n'est pas le seul. Je vous donne un autre exemple. Tous ne sont pas. Je vous donne un autre exemple. Lorsque le ministre Lissanga Bonganga dit que Félix Tshisekedi n'avait pas été élu, vous avez vu ce qu'il y a eu comme conséquence? C'est directement l'acharnement judiciaire. C'est ça ce qu'on appelle les prisonniers politiques. Donc, peu à peu, nous y allons. Vous n'allez pas, je ne sais, moi en tout cas, je ne le souhaite pas Lissanga Bonganga, mais je ne serais pas surpris de voir que Lissanga Bonganga pourrait encore aller en prison. Alors, ce que Lissanga Bonganga a dit, ça rentre dans quel cadre selon vous? Il me semble que, oui, c'est la liberté d'expression. Il me semble que
que Lisanga Bonganga a outragé au président de la République. Non, moi je pose la question. Malheureusement, je n'ai pas l'arrêt de la Cour suprême de justice ici et là, je ne veux pas divaguer. Sinon, je vous aurais fait lire ce que la Cour suprême de justice avait dit autrefois sur ce qu'on peut entendre par outrage au président de la République. C'est une insulte qui est liée à sa personne. C'est pas sur sa fonction. Ma question est simple. Et on l'a même pas insulté. Ma question est simple. Ce que Lisanga Bonganga a dit, vous le mettez dans quel cadre? Ce que Lisanga Bonganga a dit, je le mets dans le cadre de la liberté d'expression. C'est lui qui a estimé que Félix Tshisekedi n'a pas remporté les élections. Je ne vois pas en quoi. Non, on ne peut pas l'inviter pour prouver. Non, mais il va prouver quoi? C'est ce qu'il a exprimé comme sentiment, que Félix Tshisekedi n'a pas remporté les élections. D'accord. C'est lui qui a une preuve aussi, il n'a qu'à les brandir aussi. Très bien. Alors, je vais poser la question à Eugène, mais en même temps, mais avant, je vous la pose vous d'abord une question, vous n'allez pas me répondre, vous allez répondre après. Ok, je vais la noter. Si je mets en doute votre diplôme à vous, je dis que vous n'avez pas eu ce diplôme, vous avez été fabriqué, je ne serai pas dans l'obligation, ce serait dans mes droits de le dire, vous pensez? Dire que vous n'avez pas gagné les élèves, vous n'avez pas eu votre diplôme, vous avez fraudé, c'est quelqu'un d'autre qui a eu le diplôme. Ce serait libre comme ça, vous allez me laisser tranquille et je vais être dans le cadre de la liberté. Vous allez me répondre. Je répondrai à votre. Alors, Eugène Kandolo, dans le même cadre des libertés individuelles, est-ce que vous ne voyez pas que Christian Emango peut-il avoir un peu raison? Bon, je vais rentrer dans tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié qu'il parle de 2 blocs, mais je vais lui dire que ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Parce qu'en fait, même jusqu'aujourd'hui, on milite pour la vulgarisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On sait que les droits ne sont pas que de 2 ordres. Il y a le pacte international de droits relatifs aux droits civils et politiques. Il y a le pacte international relatif aux droits socio-économiques. Il y a plusieurs sortes, voilà, il y a les droits culturels. Donc, il ne faut pas qu'on entre dans, juste pour impressionner les publics et puis dire il y a 2 blocs et tout le monde le sait. Non, tout le monde ne le sait pas. Donc, ça, c'est des choses très importantes. Donc, et puis dire qu'il parle au nom de son association en tant que président des libertés de pensée. Entrons un peu dans cette liberté de pensée. Est-ce que, parce qu'il a cité un immoral ici, qui n'est pas un exemple. Mais vous n'allez pas monsieur, comme ça. non, c'est pas lui que j'attaque. Il a cité un immoral, si. Monsieur Lisanga Bonganga. Ce n'est pas un exemple vraiment du tout, quelqu'un qu'on peut prendre comme un exemple dans un plateau de télévision pour brandir en fait un argument sérieux. Est-ce que vous n'êtes pas en train de commettre une infraction? Non, ça rentre aussi dans la liberté? Je suis en train de dire ceci. Oui. Quand on me cite M. Lisanga Bonganga, qui était ministre quand Tshisekedi a été proclamé président de la République, qui est resté ministre pendant tous ces temps, ministre intérimaire, mais qui n'a jamais dit ça. À quel moment Lisanga Bonganga se rend compte que Tshisekedi n'est pas élu? Lisanga Bonganga est parti avec l'équipe nationale, il a fait les bêtises qui ont circulé dans les médias sociaux. Justement, mais c'était dans les médias sociaux en tant que public. Il a amené des concubines, selon ce qui a circulé dans les médias sociaux. Il était toujours ministre de Félix et il n'avait jamais reconnu qu'il y avait quoi que ce soit comme quoi. À quel moment, il parlait même pour le compte du président. À quel moment précis Lisanga Bonganga se rend compte que Félix n'était pas élu? Quand on créait la Mouka à Genève, Lisanga Bonganga était dans le FCC. Il était au gouvernement. À quel moment précis Lisanga Bonganga se retrouve dans des réunions de la Mouka aujourd'hui, qui avait été créé pour déboulonner le régime dans lequel Lisanga. Alors de quoi on parle? Je ne peux pas vraiment passer du temps à prendre Lisanga comme un argument d'autorité dans un plateau sérieux pour parler des questions de liberté publique. C'est juste un opportuniste qui cherche un sujet qui court la rue, qui fait du buzz pour s'accrocher afin de se maintenir dans la politique. Et ça, ce n'est pas les modèles que l'on peut montrer à la jeunesse. Si on est vraiment des gens qui défendent des libertés publiques, nous devons aussi défendre des valeurs publiques. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, en termes de valeurs, Lisanga ne peut pas être un exemple à citer. Maintenant, vous me posez des questions concernant les libertés publiques. Je refuse encore une fois que l'on puisse me dire la définition du mot alternance dans les dictionnaires ne veut pas dire liberté publique ou démocratie ou arrêté ou pas. D'abord, alternance, c'est un changement. Ça veut dire un remplacement, alterner. Alors, je ne sais pas si en politique congolaise, alternance veut dire autre chose. Maintenant, les conséquences de cette alternance, que ce soit Fayulu, que ce soit Bemba, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Chadari, s'il y a eu quelqu'un d'autre, là maintenant, on les juge. On ne peut pas remettre en cause l'alternance parce que cette personne n'a pas réussi son mandat. Sinon, on fait du mélu-mélo. On est des intellectuels, on doit être aussi honnête dans notre façon d'analyser les choses. On ne peut pas mettre côte à côte à alternance. Est-ce que maintenant, je suis en train de dire que les politiques publiques de Tshisekedi ont déjà réussi? Nous allons évaluer sur
sur L'année les prochaine, temps. il a dit Et c'est que très c'est en important. 2020, Pour c'est le moment, de voilà. l'action. Donc il faudrait qu'on soit honnête dans notre façon d'analyser Très bien. et de dissocier les choses. Tout à l'heure, j'ai quand même entendu quelque chose qui m'a On va assez arrêter la parole effrayé pour arrêter. en donnant l'argument. Mon ami Christian dit que Mouzitou et Fayoulou avaient l'habitude de sauter des étapes quand ils vont faire Non, des il a dit vérifications. si. Ah, il a mis au conditionnel. Ouais, au S'ils avaient, donc il confirme que s'ils avaient cette habitude, pourquoi cette fois-ci, ils ne feraient pas la même chose? Donc c'est quand même scandaleux de considérer quels sont les statuts qu'ils ont pour qu'eux ne respectent pas les étapes que tout le monde respecte. Aujourd'hui, dans tous les aéroports internationaux, quel que soit ton statut, quand on te demande d'enlever la ceinture, tu l'enlèves. Au niveau de contrôle, il n'y a pas, je ne sais pas, quand tu n'es pas un officiel, tu On es enlève conduit. même les chaussures, Justement, on enlève tout. Ouais, moi, à Pointe-Noire, j'ai enlevé mes chaussures. Non, ça c'est pas tout. Donc, en tout cas dans des grands aéroports. Moi, à Atatürk Airport, que ça soit à Frankfurt Airport en Allemagne, que ça soit à Washington Dulles aux États-Unis, on enlève tout, qui que tu sois. On ne contrôle même pas si tu étais dans Mais là, classe. c'était dans l'avion, on voit un agent parler, mais c'est vrai qu'il n'était pas Bon, arrogant, en mais il fait, parlait quand j'étais même. juste en train d'ouvrir cette Oui. brèche pour dire Et qu'il c'est ne faut pas, honorable, il ne faut pas qu'on encourage des velléités parce que, en fait, Christian, ça vous avez touche la parole, on quelqu'un. termine Mais pour c'est parler important de de dire Va-t-en guerre que de Mojito. autant que Fayoulou, autant que Christian, autant que moi, tous les citoyens congolais doivent jouir de même traitement. Donc, on ne peut pas empêcher à Fayoulou de voyager ou à Mouzitou de voyager juste parce qu'il est opposant. On est Et bien à d'accord ma sur la connaissance, question. ils sont arrivés à leur destination. Ils n'ont et même ils pas ont fait fait, beaucoup de temps voilà, sur ils la- ont fait leur sur la place. mission. Allez-y, Christian Bossé, mais je vais répondre à votre question sur la remise en cause d'un diplôme. Mais j'aimerais encore insister sur ce point. Je n'ai pas dit, je connais l'intégrité de certaines personnes ici au Congo, pour ne pas leur citer. En l'occurrence, Martin Fayoulou, par exemple. Je n'ai pas dit que Martin Fayoulou ou Adolphe Mouzitou ont l'habitude de sauter Ça, des j'ai étapes. dit ça. Ça, j'ai répété. Vous l'avez dit. Ouais, j'ai dit qu'il faut J'ai pas dit dire ça. plutôt que si c'est aujourd'hui qu'on vient constater qu'ils avaient sauté les étapes, chasser des naturels, on revient au galop. Galop. Pourquoi les autres fois, si on supposait cela, pourquoi les autres fois on n'allait pas? Mais C'est faut- seulement maintenant. mais il faut C'est un début justement pour parce tout, il faut un début que pour c'est tout. justement parce Il faut un que début l'action est politique. Mais il faut un début à tout. Oui, les débuts, mais il ne faut pas attendre quand c'est politique. Là, vous devenez opportuniste. D'accord. Il faut appliquer la loi à tout moment de la même manière. Allez-y. Sur la question concernant la remise en cause d'un diplôme, moi je vous donne un exemple. Vous savez, nous sommes devant la Cour constitutionnelle. Théodore Ngoï remet en cause l'élection de Félix Tshisekedi, disant que à la RTNC, lorsque Corneille Nangaa a lu sa décision sur les résultats, quand vous faites le chiffre, vous constatez que ça a été au-delà même de ce qui a été comme suffrage exprimé. Ce n'est pas moi, c'est le secrétaire exécutif de la CENI. Les images sont là, vous pouvez vérifier. Le secrétaire exécutif de la CENI sort lui-même la décision, pendant que personne ne lui avait demandé à faire ça. Il sort la décision, il brandit devant les juges, il dit la décision est là. Où est-ce qu'il y a incohérence? Donc, la démonstration, ou ce qu'on appelle en droit l'administration de la preuve, ne relève pas seulement cette idée-là que celui qui allègue des faits doit en apporter les preuves. Cette expression-là, c'est un principe, je n'en disconviens pas. Mais il y a plusieurs matières où nous voyons que ce principe-là est remis en cause. Moi, je vous donne Vous ne l'exemple. répondez pas à ma question. Oui, je réponds à votre question. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, qu'une dame, par exemple, si vous travaillez avec une dame, vous impute de l'avoir harcelée sexuellement. Vous savez à qui ça va incomber la faute? Vraiment, bien sûr. Pas à elle, à vous. Oui. C'est vous qui devez C'est une prouver ça. juridiction Donc spéciale. moi, C'est donc une matière spéciale. moi, la Cour constitutionnelle est une juridiction spéciale. Les juristes en savent On très est bien d'accord. Donc moi, Ouais. si vous remettez en cause mon diplôme, je ne vous suis pas. Oui, mais- Je vous prouve, tout simplement. Mais quelqu'un d'autre le ferait. Mais c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un d'autre le ferait. Donc, c'est Moi, vous le faire. moi Ce je, n'est pas vous ça. prouve, Ouais. je vous prouve Ouais. que mon diplôme est effectivement un vrai. Alors, pour ce qui est maintenant, parce que votre question a un lien étroit avec les déclarations de Lissanga Bunganga. Je me répète ici, l'infraction d'outrage au président de la République ne porte pas sur une fonction quelconque. Ça porte sur sa personne, c'est-à-dire, vous l'insultez par exemple. Or, quand vous dites qu'il n'a pas gagné les élections, y a-t-il insulte sur ce plan-là? Mais il a triché. Mais c'est simple, non?
Il n'a pas Est-ce gagné, que comment vous il est l'avez président? insulté? Non, mais comment il a été président? Alors, il n'a pas gagné, comment il s'est retrouvé? alors, donc vous insinuez vous qu'il est dites tricheur. oui, Alors, parce que, on l'a dit ici de Kabila. Alors. Est-ce cela a constitué pour autant une infraction? Non. savez-vous pourquoi monsieur est allé en prison? Qui? Monsieur de l'UNC, j'oublie le nom, Ewanga. Ewanga. Pourquoi il s'est retrouvé en prison? Ben parce que, Outrage. mais c'est la même chose. C'est Ah. pour ça que je vous dis Vous que dites qu'elle pourrait c'est Kabila, ça toujours, fait plaisir, je vous donne un je vous dis que c'est toujours cette continuité là, qu'on mette des gens en prison alors qu'ils sont innocents. Très bien. Ça n'avait rien à voir avec une infraction. Alors, je vous relance, je vous relance, Vous n'avez pas dit que Félix Tshisekedi est tricheur. Vous avez dit qu'il n'a pas gagné les élections. Très bien. C'est deux choses différentes. Très bien. Alors, merci. Parce qu'il peut être arrivé là alors qu'on l'a amené. Lui-même ne savait même pas. On l'a amené, on l'a Très bien. déposé là. Je n'aimerais pas déposer. Ça, c'est ça à votre collimateur de vous relancer. Moi, je ne vous relancerai Merci pas bien. du tout. Alors, la question de Mosito, Christian Emango. Mosito estime qu'il faudrait faire la guerre au Rwanda pour nous faire respecter. Il pense que le Rwanda en fait un peu de trop et qu'il n'y aura pas de paix sans le paradigme belliqueux, c'est-à-dire le paradigme de la guerre. Est-ce que vous pensez que M. Mosito a-t-il raison ou vous pensez qu'il est dans la perfidie, hein? C'était ça le terme? Oui, Ouais. que Bemba Oui. et Katumbi Oui. ont utilisé. Je veux répondre sur base des principes, d'une part, et d'autre part, je vais moi enlever cette problématique-là sur Mosito parce que au moins il a eu le courage de le dire, d'autres le disaient en se taisant, le disaient en ne voulant pas l'exprimer clairement, mais on sait que tout le monde est en train de le dire. Mais je vais répondre sur base des principes. Que disent les principes? La Charte des Nations Unies interdit formellement le recours à la force, donc la guerre. Mais exceptionnellement, la charte autorise le recours à la force en cas de légitime défense. Est-ce c'est moi qui dois passer encore mon temps sur ce plateau ici pour prouver à combien de reprises le Rwanda, il a été prouvé que le Rwanda nous a toujours agressés? Est-ce c'est mon travail encore de le faire? C'est un secret des polichinelles, tout le monde le connaît. Alors, la Charte des Nations Unies consacre ce droit-là que lorsque vous êtes agressé, vous pouvez contre-attaquer. Donc, si Mosito estime que il faut attaquer le Rwanda, puisque moi j'ai suivi sa conférence de presse sans vouloir faire son apologie, mais j'ai suivi sa conférence de presse où il disait clairement qu'en termes de légitime défense, nous devons savoir contre-attaquer. Ça, c'est d'un point. De l'autre, c'est un avis de Mosito. Maintenant, nous devons évaluer quelle est la réaction de la population quant à ce. Je vous donne l'exemple. Ce n'est pas Mosito d'ailleurs qui a commencé à en parler. Il y a un député national qui l'avait déjà dit autrefois, qui était même dans le cas de Kabila. Et aujourd'hui, c'est la vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, pas moi, les jeunes de la Lucha, qui disait clairement que si le président de la République n'est pas en train de comprendre que nous ici, nous sommes en train d'être tués chaque jour, nous-mêmes, nous allons mourir. Ce n'était pas une façon de dire que nous pouvons aller en guerre. Donc, Mosito n'a fait qu'exprimer. La chance qu'il a, c'est que ce soit un leader politique, c'est lui qui est le coordonnateur actuel de la Mouka. Donc, dès qu'il parle, on sait l'impact que ça peut avoir dans la société. Mais c'est ce que nous tous nous disons. Très bien, mais est-ce que je vous relance? Est-ce que vous pensez que Mosito était... À partir de quand Mosito a considéré que le Rwanda nous agressait? Parce qu'il était Premier ministre, ça fait 4 ans. C'est lui qui est allé voir Kagame pour l'amener ici. Pardon, et il a été accueilli par Kagame. Il a même accueilli lui aussi plusieurs fois. Il a appelé Kagame président de la République. Quand est-ce que Mosito devient aujourd'hui un penseur de la guerre? Quand on a amené les vaches dans le Bandundu, qu'est-ce qu'il a dit aux gens dans le Bandundu? Quand on a amené les vaches, on disait que les vaches venaient du Rwanda. Il était où, Mosito, quand le Rwanda a commencé à tuer le Congo pendant qu'il était Premier ministre? Vous savez combien de généraux ont été tués pendant la période où Mosito était Premier ministre? À partir de ce moment-là, la guerre n'était pas possible. La guerre est possible quand il est à la... Je vous donne deux paradigmes. D'accord. Et c'est ça qui va tout justifier. Nous sommes, lorsque Mosito fait venir Kagame ici, je vous donne deux paradigmes. Vous voyez, la diplomatie, ça communique pas seulement avec le langage. La diplomatie, ça peut communiquer aussi avec les gestes. Observez la photo qu'a prise Félix Tshisekedi avec Kagame. Observez la photo qu'on est en train de balancer dans les réseaux sociaux ici de Mosito avec Kagame. Vous-même, vous pouvez détecter. Oui, parce que Mosito ne peut pas toucher Kagame. Ouais, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quoi? Non, mais ce n'est qu'un Premier ministre. Ils ont commencé à se saluer. Non, il est venu l'accueillir. Il est venu l'accueillir à l'aéroport.
En ce moment-là, il peut y avoir des tapotements, il peut y avoir Non, mais ceci, tapote, il peut le toucher. on tapote pas. Non, non, non. Tapote, c'est Le tapote pas. président, ça veut dire Paul Kagame peut tapoter le Premier Mais s'il a ministre. une conversation Ça ne pour vous. pose aucun problème. Moi, j'ai voulu juste vous montrer que la diplomatie se communique aussi par les gestes. Là où ailleurs on était en train de sourire pour dire que nous avons banalisé, tout se passe bien, ailleurs on a dit non, les relations ne sont pas de cette manière-là. C'est pour ça que je vous montre le paradigme d'abord, que même si on recevait Kagame ici, il y avait une attitude à afficher, d'un côté. De l'autre, si nous devons dire que Muzito, pourquoi à l'ère où il était Premier ministre, Muzito a fait un voyage à l'est du pays, son téléphone s'était même perdu à l'époque. Il a tenu des propos. Et à l'époque, moi je veux vous dire, nous sommes arrivés jusqu'en 2013 pour faire quoi? Pour passer un accord. L'accord cadre d'Addis Abeba. Et aujourd'hui, nous pouvons évaluer de 2013 à 2020 même, nous pouvons nous permettre de le dire. Quels sont les résultats de cet accord-là? Vous savez pourquoi François Mamba ne se retrouve plus dans les jurons de la Kabylie? Demandez François Mamba, et là il peut vous témoigner. Parce que François Mamba dit finalement que ici, nous voyons que nous n'avançons pas. C'était lui qui était nommé coordonnateur de la commission de suivi pour l'accord cadre d'Addis Abeba. François Mamba a été débarqué parce qu'il voulait revendiquer que nous devons mettre fin à cette guerre-là. Nous avons échoué au niveau de la négociation. Et nous sommes toujours nous continuons toujours à être ici au Congo martyrisés. Alors ça, nous devons continuer à regarder ça comme ça. Très bien. Moi, je crois que la population congolaise n'est pas une population lâche. Alors, pour ne pas être lâche, il fallait demander la guerre. Et Mozito l'a fait. Est-ce que Mozito n'a pas dit ce que tout le monde dit tout bas? C'est une question très complexe et j'ai beaucoup apprécié les arguments de Christian. Je vois vraiment qu'il défend très bien Muzito. Moi, je ne veux pas condamner Muzito. Ça, c'est bon. Hein? Il a fait ses propos. Il faudrait qu'on analyse les propos et qu'on les remette dans leur contexte. Ça, c'est très important. J'ai constaté seulement qu'après les propos de Muzito, que moi-même j'ai suivi, la plupart des gens qui se sont désolidarisés de lui, on a commencé par d'abord les gens de leur propre regroupement. Tout à l'heure, on citait Jean-Pierre Bemba, on citait qui a fait la guerre et qui connaît le prix que peut avoir une guerre. Il a fait la rébellion et quand il essaye de mesurer les propos, il les met à leur juste valeur parce qu'il connaît ce que c'est que la guerre, que Muzito n'a pas connu, qu'il avait peut-être évité parce qu'il a dit que la diplomatie à l'époque, il est allé recevoir Kagame, mais il n'était pas content, il avait un visage renfrogné. Est-ce qu'on va appeler ça de l'hypocrisie? Est-ce qu'à cette époque, il n'avait pas suffisamment de muscles? Maintenant qu'il est dans l'opposition, les langues se sont déliées. Mais tout à l'heure, il a cité aussi Lucha. J'ai constaté aussi que parmi les gens qui ont condamné Fayulu, qui ont condamné Muzito, il y avait aussi Lucha, qui a traité ses propos d'irresponsables dans leur tweet officiel. Il y a eu Delis et Sanga, ce sont des gens qui ont fait la guerre, qui savent l'impact de la guerre et beaucoup d'autres choses. Alors je reviens, tout à l'heure vous l'avez posé la question à Christian, pourquoi à l'époque Muzito ne l'avait pas fait. J'ai beaucoup aimé l'argument intelligent de dire qu'il a évalué. Depuis 2013 jusqu'à maintenant, il a évalué, il a évoqué notamment le MNS, donc ce dont il parlait, suivi, c'est le mécanisme national de suivi que dirigeait François Mamba. François Mamba ne quitte pas le MNS parce qu'on l'a débarqué par Kabila pour avoir dit que finalement on n'avance pas. Moi, j'ai travaillé étroitement avec le MNS, je côtoyais à certaines époques le MNS et particulièrement François Mamba. Aujourd'hui, le numéro 2 du MNS, c'était lui qui était le directeur de cabinet de François Mamba. Donc, M. Patrick Mutombo. Donc, François Mamba quitte le MNS dans le contexte où il y a la question de glissement. Ce n'est pas parce qu'il avait dit que finalement on n'avance pas. Et il va aller suivre les gens de Gorée. Et c'est comme ça qu'il y a eu même les dédoublements de son parti dans le FCC, le FCC dans l'AMP avec Moutiri, qui est resté avec le truc. Donc, rien à voir avec François Mamba à constater. Maintenant, nous rentrons. Non, je voulais quand même d'abord donner de la lumière sur certains sujets, parce que nous sommes devant la caméra et l'opinion peut regarder quelque chose qui n'est pas dans son contexte. Donc, François Mamba n'a pas quitté parce qu'il avait sorti des muscles pour dire qu'on n'avance pas au MNS. C'est parce qu'en fait, il a vu que les intérêts étaient ailleurs et qu'il défendait un pouvoir qui était en train de glisser alors que la population était en train de demander que ça s'arrête et qu'il n'y ait pas de glissement. Alors, très bien, il a évoqué la charte des Nations Unies qui interdit effectivement qu'il y ait des questions de guerre. Mais les plus grands
problème dans le propos de Muzito, qui était Premier ministre, effectivement, quand Zakari Bababa, celui député qu'il a cité tout à l'heure, avait fait cette déclaration et qui n'a jamais été solidaire avec Zakari. Il était Premier ministre, il n'a jamais montré quoi que ce soit pour appuyer ces déclarations. Aujourd'hui, on brandit la vidéo de Zakari pour justifier, en fait, les propos de Muzito. Parce qu'au Congo, tout est possible. Comme ceux qui brandissent, effectivement, la photo de Muzito pour montrer qu'il était avec Kagame. Mais sans remettre les choses dans leur contexte. Il était Premier ministre, il était limité en termes de pouvoir. Ce n'était pas lui qui engageait directement, mais il pouvait discuter, il pouvait montrer son désaccord avec Kabila. Mais comme à l'époque, il tenait encore à s'enrichir illicitement et rapidement, il ne pouvait pas en fait entrer en contradiction avec Kabila. Et il est resté accroché à son pouvoir pour ne pas éviter. Aujourd'hui, pour tout Congolais, je veux être honnête, c'est hypocrite de dire que c'est mal de le penser. Il y a eu un moment ou un autre, un Congolais, un vrai, à un moment ou un autre qui a pensé que à cause de ce qu'on nous fait, ce serait possible qu'on dise non, moi je n'ai jamais pensé à faire la guerre au Rwanda. Moi j'ai pensé à occuper le Rwanda et à l'annexer chez nous. Jamais pensé à faire la guerre parce que faire la guerre avec le Rwanda, c'est donner au Rwanda le niveau que nous avons. Pour moi, faire le Rwanda, c'est l'annexer. Faire du Rwanda. Donc il y a eu un moment donné, à un moment ou un autre, un Congolais digne de ce nom, par rage, il a pensé à ça. Ça, c'est très important. Mais maintenant, pourquoi on condamne les propos de Muzito? D'abord, quel est le prétexte aujourd'hui? Est-ce qu'après tous les élans diplomatique de Félix et consorts, est-ce qu'il est attesté aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, on pouvait encore démontrer. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, y a-t-il un rapport, que ce soit des Nations Unies ou je ne sais pas moi, d'autres experts indépendants, qui démontrent que le Rwanda continue à être ceux qui tirent les ficelles sur les guerres des Béni. Parce que c'est de cela qu'on parle. On n'a pas besoin de rapports, on sait tous. Que ça continue, donc le Rwanda continue à... C'est un bras séculier des États-Unis. Peut-être que Mozito ne l'a pas dit pour ne pas avoir des problèmes. Mais tout le monde sait que le Rwanda est utilisé par les Nations Unies, par les États-Unis. On sait que le Rwanda vient prendre le minerai du Congo, le donner aux forces internationales économiques. En complicité avec d'autres Congolais qui sont ici. Et le Rwanda avait... Alors, parce que ces propos étaient tenus en fait pour attirer l'effervescence. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, l'autre fois dans ces plateaux, j'ai dit, il y a des actes politiques. Muzito savait que c'est qui tout double. Ces propos vont choquer, notamment ça choquait les Bemba et les autres. Mais après, ça va créer un buzz et ça lui permettra en fait d'avancer sur une autre dynamique. Et ça, c'est un acte politique. Est-ce que ça marchait peut-être pour lui parce qu'après, ils ont fait vraiment un engouement à Béni. Ça veut dire que la population a vu en lui un gars qui a des muscles, qui peut oser faire des choses qu'on ne peut pas faire. Lui et Fayulu, ils ont fait leur buzz. Ils ont fait leur buzz. Fayulu a profité de... Il a évité, il a esquivé la question de Muzito. Justement, il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé. Franchement, il a fait tout pour ne pas en parler. Mais après, il a bénéficié en fait de cette hausse de Muzito. Ce qui est en fait grave ici, c'est en fait le problème que Muzito qui a fait ses propos en tant que responsable. Quelqu'un qui est appelé à des hautes charges de l'État, comprenant la configuration, notamment la Charte des Nations Unies, il ne pouvait pas tenir ses propos. J'ai commencé à dire qu'à un moment... Kabila a dit la guerre sera longue et populaire. Oui, mais Kabila perd, la guerre reviendra, il a dit quoi? Ça retournera là où elle a commencé. Là où elle a commencé. Mais c'est quoi le contexte? C'est quoi le contexte? Muzito n'a pas fait la guerre. Kabila perd est amené par le Rwanda, il est amené par l'Ouganda, il est amené jusqu'à Kinshasa par ce gens-là. Et après, il y a des accords. Et par rapport à cela, dans ces contextes-là, il voit que les gens qu'il avait amenés, qui ne sont pas peut-être contents par sa façon de faire, parce qu'il a fait volte-face, ces gens se sont retournés pour faire maintenant une autre guerre contre lui, cette fois-ci. Et c'est comme ça qu'il dit que la guerre sera longue et populaire. Ce n'était pas parce qu'il aimait beaucoup le Congo. Parce que lui qui nous a dit, prenez-vous en charge, a été pris en charge par le Rwanda et l'Ouganda. Lui qui nous avait dit, ne jamais trahir le Congo, a amené James Kabarebe ici. Donc il faudrait à un certain moment mettre chaque propos dans son contexte. Et ici, Muzito a mesuré la bêtise et il a dit, je fais ça, ça va paraître fou, mais ça va être un choc et c'est un acte politique. Et il a réussi son coup. Est-ce que vous êtes surpris de voir que Muzito soit contredit ou rappelé à l'ordre par Moïse Katumbi et Bemba? Mais je te fais rire un peu. Ce que je n'ai pas compris, c'est que Muzito n'est pas revenu sur ce qu'il a dit. En fait, on l'a demandé de revenir, mais en tout cas, il n'est pas revenu sur la question. Je dois le reconnaître, cette question m'embarrasse un petit peu. C'est la position de chaque leader au sein de la Mouka. Et Moïse Katumbi comme Jean-Pierre Bemba
ont pensé ce ils avaient à penser. Et c'est ça, ce que nous devons retrouver dans notre pays. Déjà qu'il y ait une dose de démocratie. Vous voyez que quand nous faisons le débat ici, s'il y a quelque chose à reconnaître, nous reconnaissons qu'effectivement, il y a tel problème à tel niveau, tel problème à tel niveau. Nous avons été d'accord avec mon débatteur ici que les propos de Muzito sont des propos qui allaient sans doute envenimer la situation, les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Mais c'est comme mon débatteur l'a reconnu aussi, comme moi, mais qu'est-ce que nous devrions faire? Parce que nous sommes là toujours à pleurnicher que voilà, il y a ceci, il y a tel problème, Parfois, tel il faut problème. titiller un peu, Mais secouer. est-ce que le Congo est toujours un État dissuasif d'antan? Avant, quand vous voulez attaquer le Congo, vous réfléchissez 2 fois parce que vous-même, vous vous demandez, vous dites, mais est-ce que... Je commencerai par où? Je commencerai par où? Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait une unité de la population. Je vois les gens en train de dire que est-ce que nous avons une armée pour chasser le Rwanda et tout? Moi, je me pose la question et je dis... Les gens ne comprennent pas que l'armée, ce n'est pas celle qui gagne finalement. Non, les populations c'est gagnent les l'unité, guerres. ce sont les populations. Exactement. La preuve, nous Sinon, avons c'est le Cuba, repoussé. Exactement. Ouais. Nous avons repoussé une guerre ici à Kinshasa sans les armes létales. La population ici de Tchangu, Chine, c'est même pour ça que l'appellation est arrivée, a chassé l'armée rwandaise. Mais il y avait quoi? Nous avions quoi à l'époque? Le problème, c'est que, et je vois les résolutions des Nations Unies, quoique le gouvernement en fait fi, mais les résolutions des Nations Unies le disent et le répètent. Organiser en interne un dialogue inclusif, pas seulement politique, parce que tout le monde ici, quand on parle de dialogue, on voit seulement que les politiciens vont se retrouver pour partager les pouvoirs. Mais les résolutions des Nations Unies le répètent, il faut des dialogues communautaires. La problématique, il est à Minembwe et tout ce qui s'est passé ailleurs. Depuis qu'il y a eu, par exemple, cette affaire où Gentini Ngobila a été gouverneur là, Maïndombe, vous avez vu un dialogue communautaire qui a été organisé par le gouvernement? Aucun dialogue. Hein. Donc, tout ça, et d'ailleurs, ça passe comme ça. Un lundi, un mardi, c'est ça qui intéresse les politiques. C'est important de le dire, hein. Christian, je vous donne la parole. À Minembwe, il y a un chef coutumier que l'on veut imposer à la population. Voilà. Alors que ils ont quitté la table de négociation. Mais un monsieur, parce qu'il s'est réveillé, je ne sais pas comment, il veut imposer un chef coutumier à toute une communauté dont on sait que le chef coutumier ne vient pas de là. De nulle part. C'est ça ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Ce sont des choses qui ne font pas avancer. Et quelqu'un me disait, je ne me rappelle plus si c'était qui précisément, mais qui disait que tout ça savait pour quelle raison on le faisait. C'est qu'il faut tout faire pour déplacer d'abord des populations, mettre des nouvelles en place, et au moment où vous allez revenir, c'est pour ça qu'on nous crée des guerres, au moment où vous revenez, on vous demande, vous venez d'où? C'est comme si vous étiez déporté, alors que c'est vous qui êtes les originaires. C'est-à-dire, on vous chasse de votre terre, on vous fait peur, vous partez, et ils viennent remplacer, et puis 5 ans plus tard après, ils disent non, nous sommes un territoire souverain, nous voulons reprendre notre nationalité souveraine, mais heureusement, Fayulu a dit que c'est impossible, le Congo ne sera jamais divisé. Et ça, c'est Fayulu qui vient de le dire, on le reconnaît, mais il y avait encore ici les pasteurs, comment il s'appelait encore? Il s'appelle Ekofo. Ekofo, merci de me le rappeler. Si vous prenez nos terres, nos enfants le reprendront. Oui. Donc, si on veut comme ça, et d'ailleurs même pour le Rwanda, si on ne veut plus que Muzito puisse tenir de tels propos, et moi d'ailleurs la question que je me suis posée encore là-dessus, c'est que quand vous me demandez Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont réagi par rapport aux propos de Adolphe Muzito. Mais qu'en est-il de la réaction du gouvernement? Est-ce que le gouvernement, pour sa part aussi, comprend qu'il faut parfois de tels propos aussi? Pourquoi ni les présidents de la République, ni le Premier ministre, ni les ministres des Affaires étrangères, encore moins... Les propos de Muzito? Oui, pourquoi eux n'ont-ils pas réagi? Très bien. Alors, mais est-ce que le propos de Muzito ne viennent pas finalement aider le président quand il a dit qu'il était prêt à mourir pour ce pays, à mourir pour la paix? Est-ce que dans un autre cadre, les propos ne sont pas pareils? Mais d'une façon ou d'une autre, en fait, on ne sait pas pourquoi le président était prêt à mourir pour la paix. La paix. Mais on ne peut pas mettre côte à côte ces propos. Ici, il y a un pays identifié clairement par Muzito, selon les informations qu'il a.
que c'est ce pays-là qui est la cause de tous les maux que le Congo connaît et que par conséquent, il faut faire la guerre à ce pays et puis l'annexer. Un peu comme tu le disais tout à l'heure. Oui, tu vois un peu. L'annexer. Faire du Rwanda un petit Oubangi. Ça, ce sont des élans. Ça, ce sont des élans poutinistes d'annexer la Crimée, d'annexer. Ce sont des élans. Mais il faudrait, autant nous tenons à notre souveraineté, à notre intégrité, autant il faudrait aussi respecter l'intégrité des autres pays. Tant qu'ils ne respecteront pas les nôtres, en tout cas. Sont petits. Même si ces pays sont petits, c'est très important que nous puissions faire la part des choses, même dans notre colère. Parce que la plus grande tentation que nous avons au Congo, c'est de tomber dans la haine du Rwanda et par conséquent devenir aigri chaque fois que le Rwanda ferait un progrès. Et ça, c'est très dangereux. Très bien. On va terminer ce débat. Maintenant, la grande question, c'est 200 millions de dollars. Parlons-en. 200 millions de dollars, Christian, vous savez, 200 millions de dollars, on construit des villes. 200 millions de dollars, on arrête ce débat des gratuités de l'enseignement, on arrête ça, on passe même à autre chose. Mais alors là, je te parle d'un groupe d'individus, Christian, qui ont pris plus de 200 millions de dollars. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que ce n'était pas 200 millions, c'est encore une affaire de 300 millions qui se tourne. Mais alors, on se pose la question, où est-ce que nous allons? Parce que la Banque mondiale s'étonne du fait que vous demandez 6 millions, 10 millions, 15 millions de l'autre côté, mais chez vous se perdent des millions et des millions de dollars. Christian Bossembe, si j'avais envie de politiser cette question, j'allais dire merci à la coalition. Mais je ne veux pas politiser la question, je vais la rendre beaucoup plus objective. Quel est le problème au Congo? Vous m'excuserez de pouvoir déjà empiéter sur les périmètres que vous avez établis avec le professeur André Mbata, mais j'avais été là lorsque vous étiez en train d'enregistrer l'émission, vous avez parlé de l'article 99 de la Constitution. Et le professeur s'est posé même la question de savoir est-ce que ceux qui étaient là au gouvernement ou l'ancien président de la République a déjà eu à déclarer ses avoirs? Moi, j'ai mené mes enquêtes. L'actuel président de la République avait déclaré ses avoirs. Il y avait des véhicules, j'en connais le nombre, mais comme je n'ai pas le droit de divulguer, je ne le ferai pas. J'en connais le nombre de véhicules qu'il a déclarés. Je connais le nombre des maisons qu'il a déclarées. Donc, à la fin de son mandat... On va y vérifier. Je vous demande de garder bien ça parce que ça va nous aider. Hein. Tout à fait. J'ai vu par rapport à ce qu'il avait gardé, par rapport à ce qu'il aura à la fin de son mandat, si ça équivaut, s'il y a une logique. Alors, mais quand j'ai demandé pour l'ancien président de la République, vous savez ce qu'on m'a dit à la Cour constitutionnelle? Mais je dis, mais pourquoi pour les présidents entrants, vous m'avez donné sans problème? Si c'est l'ancien, il faut Olingo Lumamoussala. C'est qu'il y a un sous roche. Mais on sait qu'il n'a pas donné. On sait qu'il n'a pas... Non, il n'a pas... Ce qui m'a été rapporté, c'est qu'il a effectivement déposé sa déclaration des biens devant la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que je peux avoir une information, ne fût-ce que sur son contenu? On a refusé de me le donner, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que pour les présidents de la République en temps, ça au moins on m'a donné les détails. Ça m'a quand même étonné. Mais le problème se trouve à quel niveau? C'est que quand vous lisez l'article 99, on dit on fait la déclaration d'avoir qu'on dépose à la Cour constitutionnelle, à celle-ci de transférer ça à notre administration fiscale. Est-ce que nous avons une administration fiscale ici au Congo? Qu'on soit honnête, qui sait vraiment contrôler. Elle est peut-être Il y a donc un problème. Il faut que nous puissions voguer vers une nouvelle reformulation de nos normes juridiques ici au Congo. Qu'est-ce que nous, à l'Assemblée des hommes libres, nous proposons? Parce que nous militons pour l'effectivité des libertés publiques et économiques. Donc, le fait qu'il y ait une gabégie financière, le fait qu'il y ait des détournements, mettent un frein au développement économique du pays. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que nous proposons? Nous avons proposé d'abord qu'on puisse prendre une loi sur la moralisation de la vie publique. Ce qui fait que tous les agents de l'État, tous, en commençant par les plus petits fonctionnaires, parce que même eux aussi perçoivent des choses. En commençant par les plus petits fonctionnaires, jusqu'au président de la République, qui puissent déclarer leurs avoirs et que désormais, ça ne soit pas, comment on dit ça, que ça passe sous secret, que ça ne soit pas occulté. Que désormais, lorsque toutes ces personnalités-là font leur déclaration d'avoir, que ces déclarations-là soient publiées par les mécanismes que nous avions même prévu déposer une loi au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse voir dans quelle mesure, ce soit le président de la République, ce soit Albert Youma qui est cité dans l'affaire de 200 millions de dollars, ou ce soit Vital Kamerhe ou toute autre personne, qu'ils puissent déclarer leurs avoirs et que cela soit publié. Comme ça, la population peut savoir. Et la conséquence, ce sera quoi? Si par hasard, un général d'armée qui en paye 40 000 francs
mais que bizarrement, nous voyons que des immeubles sont en train de monter et qui lui appartiennent, ou qui appartiennent à ses enfants, parce que c'est ce que dit l'article 99 de la Constitution. Dans ces cas-là, la population peut avoir cette possibilité-là d'aller devant un organe spécial qu'on va créer pour faire des dénonciations. Très bien. Et Alors, là, Christian, qui va frauder. je reviens à vous, mais là, votre question, votre manière de voir les choses, elle est bonne. Mais je me pose la question de savoir, Eugène Kandolo, est-ce que même les ministres qui sont dans ce gouvernement aujourd'hui, ont-ils présenté leurs biens? J'ai entendu je ne sais pas s'ils ont présenté aussi leurs biens. Parce que la question que Christian pose, c'est la question de la fiabilité de notre administration fiscale. Bon, malheureusement, la loi ne donne pas à l'administration fiscale de rendre public ces déclarations-là. Voilà. Mais M. Kabila ne l'a pas fait. On a menti à Christian, il ne l'a pas fait. Parce que généralement, quand il part, on l'accompagne. Il ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais vu. Il ne peut même pas le faire en catimini, ça c'est clair. On ne l'a jamais fait. Ça c'est clair. On l'a menti. Clair. Oui, ce pays finalement. C'est vraiment une grande préoccupation. Ouais. Mais je ne voulais pas qu'on quitte parce que les sujets sur lesquels nous étions en train de parler, et c'est la question importante, c'est sur les 200 millions ou 300 millions et trucs. Donc c'est bien d'évoquer toutes ces questions et avoir autant de détails par rapport à ces questions. Mais maintenant, là, il y a une question très claire. Qu'il y a des messieurs qui se sont arrangés. Je ne sais pas si c'est le blanchiment d'argent. Non, mais ça doit être le blanchiment. Voilà. C'est le blanchiment. Ils se sont retrouvés dans une histoire de 200 millions. Et non, 500 millions. Parce que c'est en deux parties. Voilà. Il y a 200 millions et 300 millions. Et malheureusement, Mouzito s'arrange pendant cette période où nous parlons de 200 millions pour venir avec son histoire son histoire. Et puis les gens oublient. Cette question était très importante parce que c'est de l'argent en fait en espèces quantifié pour les contribuables congolais qui se perd comme ça parce qu'en fait il y a de la magouille à un certain niveau. Parlons un peu de cette question. Gécamine, voilà, justement. La gestion de Gécamine. Il y a eu aujourd'hui, ça va faire je sais pas moi 6 mois ou 7 mois qu'on bloque les ordonnances de la République. Et on comprend vraiment qu'il y a vraiment des magouilles qui se sont faites et par conséquent, les gens ne veulent pas qu'on puisse ouvrir la boîte à Pandore. Et on cherchait peut-être comment colmater le brèche. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a vu comment on a tenté tout à l'heure, on en discutait avant de monter sur le plateau, comment par exemple on a voulu déranger, perturber le point de presse de Maître Georges Kapiamba. Depuis que je suis au monde, je n'ai jamais vu un mouvement citoyen aller déranger un point de presse d'un autre défenseur des droits de l'homme sur une question d'utilité publique. Je n'ai pas compris comment ça peut se passer. Quelqu'un qui fait son point de presse pour démontrer, preuve à l'appui, comment il y a eu malversation financière et détournement de fonds et blanchiment, et quelques jeunes entrent dans la salle avec des sifflets pour l'empêcher de faire son point de presse. Il n'est pas dirigeant, il n'est pas mandataire public, il est dans son rôle de défenseur des droits de l'homme et ça c'est carrément ahurissant. Mais tout ça en fait, 200 millions. Vous voyez qu'il y a des efforts fournis pour étouffer cette affaire. Malheureusement, cette affaire ne sera pas étouffée parce qu'en fait, on doit écouter. Mais ils sont où, Eugène? 200 millions, ces messieurs-là, les agents de la DGM, de la Gécamine. La question que je vous pose à vous, Eugène. Justement. Ils sont arrivés à l'aéroport de Kinshasa. Ouais. Les agents de la DGM, sur instruction de la haute hiérarchie judiciaire, ces agents ont mis la main sur eux en leur demandant de quitter l'avion. Quand on a demandé à ces gens de quitter l'avion, Christian Emango, la destination qu'ils ont prise après d'être descendus de l'avion, personne ne le connaît. Et c'est la grande question. Comme la DGM n'a pas le droit d'arrêter les gens et de les amener quelque part, mais ces gens ont pris fuite, on ne sait plus où ils sont. Justement, ce qui est important, c'est qu'on présume qu'ils sont encore à Kinshasa. Parce qu'en fait, ça serait... Les gens disent qu'ils seraient dans une ferme. Justement. Mais on ne sait pas. Justement. Ou dans un jardin. Ça serait grave s'ils se permettent de sortir illicitement alors que la DGM leur avait empêché de sortir. Exactement. Ça serait très grave. Ils vont davantage aggraver et multiplier des soupçons qui sont déjà en fait en quantité industrielle. Qui ne peuvent pas échapper aujourd'hui. Et toutes les tentatives de vouloir étouffer l'affaire avec cette instrumentalisation, avec cette histoire de communiquer de la Gécamine a répondu. Je me demande comment les agents de la Gécamine qui sont pauvres, qui souffrent des mois d'arriérés, comment tous dans leur unanimité connaissent exactement la vie de leur PCA, leur DG et leur DGA et que par conséquent ils savent toutes leurs transactions et peuvent dire en un matin que ces gens-là n'ont pas fait ces transactions dont on les accuse. Ça, c'est quand même grave. C'est quand même grave et ça relève d'une légèreté. Et ces fameux démentis de la Gécamine n'a pas
était signé. Il n'y a personne en fait qui s'engage. On dit juste que c'est un communiqué de la GECAMIN, un démenti. Et ça passe dans les médias. Et on utilise les médias, entre autres, le même média qui était le premier 7/7 à dénoncer cette affaire parce qu'en fait, ils avaient été en contact avec les agents de la DGM. On utilise ces médias, on utilise Soumeko pour dire qu'il y a un communiqué et il y a un autre démenti anonyme. Que des démentis anonymes dans une histoire aussi sérieuse comme celle-ci. Et quand des gens qui ont des preuves veulent faire un point de presse, on veut les empêcher. Et de qui se moque-t-on alors, Christian, quand on parle de cette histoire de la GECAMIN? Je dois vous rappeler qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ngoy Mouchila qui a fait un rapport en traitant la GECAMIN comme un sanctu national et de nain. Il dit GECAMIN c'est devenu finalement un nain minier, au lieu des géants miniers comme on le disait à l'époque, c'est devenu un nain minier, parce qu'il a établi un rapport comme quoi, à l'époque de Kabila, il a produit beaucoup plus en 17 ans, ce que GECAMIN, Union mobilière, Union de mines et tout ça, a fait pendant 56 ans. Ça veut dire en 17 ans, Kabila a produit un peu plus que 56 ans. Comment vous expliquez cela alors qu'à l'époque, les agents des mines étaient bien payés, avaient de bonnes conditions sociales. Moi j'étais à Lubumbashi, j'étais au site de GECAMIN, dans ce site, j'ai vu les vestiges de l'aisance et de l'opulence des agents. Mais aujourd'hui, il faut dire, hein, c'est vraiment de la catastrophe. De qui se moque-t-on? On veut se moquer du peuple congolais, mais on ne va pas réussir avec ça. Moi, j'aurais appris qu'il y avait même quelqu'un qui avait organisé, qui est cité dans cette enquête-là, qui avait, semble-t-il, organisé un mariage ici. Ah, au Grand Hôtel. Au Grand Hôtel, avec 2 millions de dollars dépensés là-dedans. On parle qui était là, les musiciens comme, citez-moi les Français, bon, nous le noir français, Gims, hein, dont on connaît les cachets, hein, comment il fonctionne. Voilà. Je ne pense pas qu'il pourrait se déplacer comme ça, sans avoir perçu ne fût-ce que 200 000 dollars. Je ne pense pas. Donc, tout ça, cela signifie quoi? Que le peuple congolais, il y a des gens qui n'ont pas l'amour de ce pays-ci. Et moi, je me demande même s'ils sont congolais. Est-ce qu'ils ont des cœurs? Ils sont faits des cœurs de pierre. Mais tu le disais avant de l'émission, tu le disais, donc ça s'est passé comme ça toutes les années. Oui, ça s'est passé comme ça. Mais justement, ça c'est juste une affaire. Ça veut dire qu'on peut en avoir comme ça. Voilà. Si dans un deal, il y a 200 millions. Et il y en a combien les deals au Congo? Voilà. 200 millions ici, 500 millions là-bas, et on pouvait devenir milliardaire au bout de 3 mois. Et ça passait sous le nez du peuple congolais, ça passait sous le nez des dirigeants congolais, ça passait même sous le nez. Et moi, ce que je condamne plus, c'est même cette communauté internationale ici qui nous donne toujours l'impression, des gens qui sont avec nous. Je le condamne parce que j'avais vu le matraquage médiatique de RFI à propos. De 15 millions. De 15 millions. Mais aujourd'hui, RFI, c'est ce matin que RFI fait un petit article de 4 paragraphes et il ne cite pas le monsieur, alors que dans l'article sur soi-disant enquête de 15 millions, on citait nommément des gens et on insinuait. Il est directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a fait de la corruption son cheval de bataille. Vous voyez vraiment comment aujourd'hui on fait un article de 4 paragraphes. Alors que il y avait un paragraphes et on ne cite personne. Est-ce que vous pensez qu'ils sont concernés? Parce qu'il faut dire que les grands médias seraient, ils seraient invités régulièrement dans l'opulence. Leurs bailleurs de fonds et leurs actionnaires doivent être sûrement. C'est tout à fait normal. La conclusion, c'est quoi finalement? Parce que vous avez vu que depuis que Félix Tshisekedi a fait son passage en France, beaucoup de choses au niveau de la France se sont tues. Alors nous, on se pose la question de savoir est-ce que vraiment ces États-là veulent nous aider à voir finalement la lumière avec le développement de notre pays. Et la conclusion que moi j'aimerais avoir, c'est quoi? J'avais dit ici que je ne voulais pas politiser ces débats. Mais Eugène Kandiolo, dont je reconnais toujours la dextérité dans l'analyse ici, j'ai remarqué que a voulu nous transposer vers le fait que Fayulu Mouzito nous a fait perdre avec l'affaire de 200 millions de dollars. Parce qu'il faut qu'on en parle, qu'on fasse le matraquage. D'une part, les Congolais se sont fatigués de ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va perdre notre temps? Si déjà dans 15 millions. L'affaire de 15 millions. Oh non, il y a des enquêtes, on nous demande de nous taire. 6 millions de dollars, on essaie de réagir. Au lieu même de dire qu'on ne va plus fêter, on dit non, on va voir comment on va réorienter ça dans d'autres, mais en réorientant. Le comité organisateur est resté, il y aura des perdièmes qui vont continuer. Donc le peuple congolais a fait argent, a trouvé qu'il n'y aura pas d'issue là-bas. Et c'est pour ça que nous sommes en train de vous dire qu'au Congo, il existe effectivement une crise
il y a une crise, ceux qui sont en train de diriger actuellement n'ont pas toutes les manettes du pouvoir, D'où, si nous ne voulons pas politiser la question, revenons sur la table. Martin Fayoulou a proposé le plan de sortie des crises. C'est pour que nous puissions résoudre tous ces problèmes-là et que le Congolais puisse rentrer totalement même les 200 millions vont être réglés dans la sortie des crises. Oui, mais parce qu'on va exiger à ce qu'il y ait la traçabilité dans la gouvernance. Et ça, on ne peut pas le faire maintenant. Ça se trouve... Mais non, mais si on pouvait bien le faire maintenant, nous aurions pu y déjà la lumière avec l'affaire des 15 millions. Mais l'avantage, c'est que c'est la première fois. Nous aurions pu y... Non, parce que la première fois que les agents, les hauts cadres de la GECAMIN soient débarqués de l'avion. C'est quand même la première fois. C'est la première fois. Oui. Non, c'est ça ce que je suis en train de dire. Donc c'est quand même des avancées. C'est quoi? Non, le problème du Congolais, c'est quoi? On commence bien avec les actions. Mais pour terminer comment? Mais ça, c'était le Congolais d'avant, peut-être qu'avant. Non, c'est pas les Congolais d'avant, c'est les Congolais des 15 millions. C'est d'aujourd'hui. Très bien. Je voulais juste ajouter pour dire pour dire à Christian, un peu comme pour renchérir ta question, cette affaire ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 2 rapports de 2017, 3 rapports que j'ai lus, notamment Global Witness, qui parlaient déjà de ça. Mais personne, à cette époque, on n'avait jamais débarqué quelqu'un de l'avion. On n'avait jamais débarqué quelqu'un de l'avion. Donc il y a toujours un début à toute chose. Je crois qu'il faut nous poser la question. Et après, aujourd'hui, il y a toujours un début. On ne pouvait même pas en discuter. Alors que c'est une affaire qui date. Aujourd'hui, on en parle. On en parle. Moi, je crois que l'alternance. Non, mais justement, nous devons nous battre. Justement, Christian, comme je l'ai dit ici en introduction, tout ne se fait pas comme par baguette magique. Même aux États-Unis, Obama avait fait des promesses qu'il n'a pas réalisées parce qu'en fait, il y a eu des moments où il s'est retrouvé en cohabitation, où la Chambre des représentants était majoritairement républicaine et par conséquent, certaines de ces résolutions ne pouvaient pas passer. Ça arrive aujourd'hui. J'aurais pu vous donner l'exemple de Vladimir Poutine avec les oligarques. Si je dois vous dire combien j'aime ce monsieur, vous ne comprendrez pas. Le monsieur débat, son système est très différent. Quand tu parles de Poutine, il faut toujours mettre en tête que c'est l'ancien patron de la KGB. Il connaît tout le monde, en fait. Il connaît tout le monde. Donc, il n'est pas au pouvoir comme par hasard. Quand il n'était pas spécial du président de la République actuellement, c'est un ancien de quoi? Non, mais écoute, est-ce qu'il est président de la République? Ben, il n'est pas président de la République. Non, mais on parle de Poutine. Christian, il a travaillé avec Poutine que le président de la République l'a ramené à ses côtés. Il s'est donné les moyens au président de la République. Sinon, qu'est-ce qu'ils font? Qu'on nous mette là-bas, nous les autres, les non-initiés. Ah, vous dites ça? Oui, mais on mettrait des celui qui cherche le boulot. Toi, tu veux aussi qu'on t'attende comme ça? Non, je voulais quand même dire quelque chose de très important. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont experts, ils n'ont qu'à faire leur boulot. S'ils ne savent pas le faire, mais qu'on nous mette là. Toi, tu peux dire ça. Si tu le dis, ça n'aura pas d'incendie. Mais si moi je le dis, c'est l'humanité entière qui cherche un boulot. Poutine, dont on parle, c'est les messieurs qui, quand il n'était plus président de la République, il était Premier ministre. Dans la liste des hommes les plus puissants du monde, il était plus puissant que son président. Il est toujours puissant. Donc, il était en 3e position des hommes les plus puissants, alors que son président était en 5e position. Moi, j'ai bien aimé cette position. C'est très important de ramener, par exemple, Poutine au niveau du conseiller. Mais Félix Tshisekedi n'a pas été patron. Et la KGB, c'était quoi? C'était la force concurrente de la CIA. Dans le contexte de la guerre froide. Je crois que la Russie, c'est le deuxième pays. Vous avez bien commencé le débat. Le deuxième puissant pays au monde. Donc le président de la Russie. Non, mais écoute, mais le Congo est en quelle position? Soyons modestes, soyons humbles. Même la France, quand il parle des questions liées à la sécurité. Vous avez gagné les élections. Vous dites la même chose. Vous dites la même chose. Non, mais il y a toujours le rapport de force dans la considération du pays. La Russie n'est pas comparable. Non, la Russie n'est pas comparable aux États-Unis. Il faut être honnête pour le dire. Très bien, merci. Un président de la Russie, on ne le compare pas avec le président du Malawi. Merci beaucoup, Eugène. Alors, on a compris. Vous dites la même chose. Non, nous ne disons pas la même chose. Il faut respecter les gens selon leur je vous dirais, c'est que Poutine, aujourd'hui, c'est un homme fort. La Russie, c'est un pays puissant. Voilà ce que Christian est dans l'idéal de ce qui devrait être fait.
vous êtes dans ce qui s'est fait maintenant. Donc, vous dites la même chose directement. Pour Christian, il veut voir des actions concrètes. Et parce que le peuple a attendu assez longtemps. Vous dites à Christian, eh bien, attendez, parce que ça ne se passe pas comme ça, il faut le temps. C'est tout à fait normal. Donc, on dit la même chose pour un Congo qui va gagner. C'est comme ça qu'on fait un débat. Merci d'avoir tenu ce débat à la hauteur. Merci Christian, en tout cas, d'avoir élevé encore le niveau du débat. C'est un grand plaisir. Alors, vous allez certainement, comme on va dire, vous allez vous passer des mots conciliants et des mots gentils pour la beauté de ceux qui nous suivent à la maison. Et très républicain. Très bien. Ça n'a rien eu pas d'incident, voilà, exactement. Mais c'était. Il y a eu des points de convergence et puis des points de divergence. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau débat, on va dire. Mais les numéros de téléphone, ça, je ne peux pas oublier. Vous allez oublier la marque Christian. Vous avez certainement des gens qui vous aiment beaucoup. Ils vont vous suivre. Le numéro de contact, c'est les 081, donc plus 243 pour ceux qui nous suivent même à l'étranger. Plus 243, 481, 480, 24, 15. Plus 243, 81, 480, 24, 15. Et Christian est un homme libre. Christian est président de l'Assemblée des hommes libres. Et c'est une association qui a comme nationalité siège en République démocratique du Congo et qui milite pour l'effectivité des libertés publiques et économiques. Christian est un homme libre, si vous voyez ce que je veux dire. Il est libre. Alors, Eugène, je ne vais pas subir l'imitation de la liberté des sièges. Les numéros. Ok. Oui. Vous n'êtes pas libre. Je n'ai pas changé mon numéro. C'est toujours le plus 243 81 291 46 31. Le débat se porte mieux. Merci. On se retrouve très prochainement. Tribune de presse vous dit merci de l'avoir suivi. On va faire un grand débat, je crois, l'année prochaine, disons avant la fin de l'année. Je veux dire une table ronde où on sera avec les grands animateurs de cette émission, ceux qui ont aidé à grandir l'audimat de cette émission. On va faire un débat. On va non seulement faire un débat, mais nous allons analyser la décennie. Parce que ça sera une faveur pour nous d'analyser une décennie, n'est-ce pas? Et ça va faire quand même 10 ans, depuis 2000 ans, on va dire, depuis 2000 ans, on va analyser les grandes actions en politique internationale, même en politique nationale. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? On va le faire, ça fera un grand bilan de la décennie. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.